Retrouvés dans les années 80 à travers des archives écrites, dans les témoignages d'ethnomusicologues, disons, on dirait aujourd'hui, qui sont venus en Corse au XIXe siècle et au début du XXe siècle, et qui donc ont entendu chanter ce Lament des Sétégalères et qui en ont transmis des extraits et la musique, une transcription musicale. Et puis ensuite, Nicole Casalong a fait des recherches et a retrouvé un manuscrit en Balagne, un manuscrit qui comporte le texte entier de ce Lament, qui comporte 35 strophes. Nicole Casalong avait commencé à enregistrer des extraits des Sétégalères et depuis longtemps. Et là, le projet qui vient de s'achever, et donc vous allez entendre aussi des extraits à 18h, et la reconstitution sous forme de spectacle musical de l'intégralité de ce Lament de Sétégalères, dont nous avons en même temps, en faisant quelques recherches complémentaires et en recherchant notamment d'autres sources écrites du texte, nous avons retrouvé deux versions imprimées à Gênes et à Lucques, dans la bibliothèque de Gênes. Et donc, en confrontant les textes imprimés probablement au XIXe siècle, et peut-être même pour l'un d'entre eux qui n'est pas daté au XVIIIe, nous constatons que le texte imprimé et les textes manuscrits sont vraiment très stables, avec quelques variantes, mais il y a donc eu vraiment une tradition écrite aussi de ces traditions orales qu'on croyait seulement orales. Et surtout, nous avons retrouvé, c'est ce dont vous parlera Antoine-Marie tout à l'heure, nous avons retrouvé des sources historiques attestant la réalité du naufrage de, non pas 7, mais 2 galères, mais c'est ce qu'on fait aussi le Lament, que ces 2 galères ont fait naufrage à Tola, donc à la pointe du Cap Corse. Donc Antoine-Marie vous expliquera tout ça. Ce qui justifie cette rencontre, c'est donc la conjonction entre des sources historiques, des événements historiques, leur transformation dans les cultures populaires, dont parlera Aspasia pour la Grèce, et la circulation méditerranéenne, dont évidemment aujourd'hui ces opérations sont une réappropriation nouvelle. Ce ne sont pas des reconstitutions, mais véritablement nous relançons, nous nous situons collectivement, chercheurs et artistes, dans cette tradition pour montrer sa vitalité et pour les faire revivre. Voilà, je donne la parole d'abord. Donc, bonjour à tous, je suis ravi d'être ici en Corse et je dois présenter les Digenis Akritas. Alors, qu'est-ce que c'est les Digenis? Alors, je parle de l'idée que personne d'entre vous n'a de l'expérience de Byzance et encore moins du Digenis Akritas. C'est normal parce que je parle du monde inconnu, grosso modo. Quoique, il ne faut pas oublier que Byzance est en général l'Europe de l'Est, du Sud-Est, et c'est l'autre partie de l'Europe, c'est-à-dire c'est l'Europe que nous ne sommes pas, mais que nous aurions pu être, et donc ce sont deux parties, l'orientale et l'occidentale, qui doivent entrer en contact, en communication, ce qui n'est pas toujours bien accepté par les autorités. Imaginez-vous par exemple qu'à Bruxelles, on avait lancé à un certain moment l'idée de financer une grande histoire de l'Europe qui débutait avec Charlemagne et qui ne comprenait bien sûr pas l'Empire byzantin. Les Grecs se sont fâchés et le projet est tombé à l'eau. Bon, alors qu'est-ce que c'est? Bon, d'abord Byzance, tout le monde sait, Byzance, l'Empire médiéval, Byzance, l'Empire romain d'Orient, qui connaît deux phases importantes. Alors, nous avons l'Empire très connu. Voilà, si on n'a pas un bâton par hasard? Non, pas grave. Imaginez-vous, là c'est le bassin de la Méditerranée, l'Empire ottoman, d'accord, ça fait rien. Et la première phase, c'est la phase du... Pardon, si tu te mets ici, tu vas pouvoir montrer comme tu veux. Ah raison. Oui. Alors, ben voilà. Donc, la première phase, c'est la phase encore de l'Antiquité tardive et de... Ah ben voilà, les ballets sont toujours utiles, je l'ai toujours dit. Merci.
Donc, la phase de l'Empire de l'Antiquité tardive qui comprend tout le bassin de la Méditerranée, c'est la phase de l'époque de Justinien, 6e siècle. Après, il y a, et naturellement, ce sont tous les côtes qui vont jusqu'au détroit de Gibraltar, toute la côte de l'Afrique. Vous voyez ici aussi, à l'époque, on arrive jusqu'au Yémen, la côte de la Syrie, pas Mésopotamie, le Kurdistan, l'Arménie et tous les Balkans, toute l'Italie, la Provence, les îles, bien sûr, la Corse aussi, et l'Espagne, les côtes surtout. Et cette situation change radicalement par la suite, jusqu'à arriver à la deuxième phase, grande phase, l'Empire grec médiéval, qui est concentré autour de la Grèce, la Turquie, partiellement la Syrie du Nord, les Balkans jusqu'à Belgrade et l'Italie du Sud. C'est la période qui nous intéresse. Ensuite, cette situation va précipiter parce que, peut-être que vous, en Corse, vous le savez très bien, lorsque la France s'alliait en République italienne marinaire, comme on disait, les résultats sont catastrophiques. Et la conquête signe la destruction des autres pays. En effet, 1204, les Français et les Vénitiens, ce ne sont pas les Génois dans ce cas-là, et les Vénitiens se sont alliés et ont mis fin à l'Empire byzantin, qui, bien sûr, il s'est repris par la suite, un petit peu morcelé, jusqu'à arriver à 1453, lorsque les Ottomans l'ont occupé. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est la période centrale, c'est-à-dire la période entre le IXe siècle, moment où sonne la rescousse des Byzantins contre les Arabes, et les débuts du XIIIe siècle, 1204. Dans ces périodes, l'Empire est concentré, comme je vous le disais, dans la Turquie actuelle, Constantinople, et les Balkans, la Grèce, bien sûr, et l'Italie du Sud est rapidement perdue. Ça, c'est la partie historique. Maintenant, passons à la partie littéraire, les Digenis Acritas. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je peux vous dire que je ne le sais pas. Je ne sais pas comment définir cette composition littéraire. Elle a été, on connaissait depuis longtemps des chants populaires présents dans l'espace grec, et lorsqu'on parle d'espace grec, on parle de l'espace grec du XIXe siècle, c'est-à-dire tous les Balkans et toute la Turquie, Chypre, où il y avait différents héros épiques, entre guillemets, c'est-à-dire des grands combattants, et parmi ces gens, il y avait aussi un personnage qui revenait très souvent, qui s'appelait Digenis. Tout d'un coup, au XIXe siècle, à la moitié du XIXe siècle, on a découvert un poème complet d'un manuscrit qui se trouvait à Trébizonde aujourd'hui en Turquie. Vous voyez Sinope, c'est marqué à ce niveau-là, Sinope. Trébizonde se trouve un peu plus à la fin de la mer Noire. Et ce manuscrit a disparu depuis. Et là, voilà, on a trouvé un poème. Les Grecs, naturellement, mais de cela je ne parlerai pas parce qu'Aspasia Dimitriade va traiter avec toute la compétence nécessaire ces sujets. Et à ce moment-là, on a trouvé finalement un poème comme le Cid, comme la Divine Comédie, comme n'importe quoi, les Chevaliers de la Table Ronde, quelque chose qui donnait naissance à l'idée de l'État grec. En réalité, on a trouvé par la suite plusieurs manuscrits. On a 6 manuscrits, dont 4
Donc, il y a une famille avec 4 manuscrits, je vous expliquerai tout de suite, et autres 2. Le problème est que ce type de texte, d'une langue non savante, populaire, si vous voulez, mais c'est un mot qui n'est pas bon, parce que ce n'est pas populaire exactement, non savante, disons, et écrite d'un vers typique à Byzance dans la chanson populaire. C'est le décapène des syllabes qui est constitué de 8 syllabes et 7 syllabes. Par exemple, apotim poliner come sticori fi cannella, chiereta mutum platano, che crata mia ombrella. Voilà, c'est le rythme des chants populaires typiques grecs. Donc, on a trouvé, je vous disais, 6 manuscrits, mais à cause du fait qu'ils ne sont pas consacrés par en traduction, chaque texte a été remanié même en profondeur. Mais on voit bien qu'il s'agit de la même histoire, du même plot, comme on dirait, et donc c'est un ensemble homogène de textes. D'un côté, nous avons 4 manuscrits. L'un on trouvait celui de Trébizonde, l'autre dans l'île grecque d'Andros, le troisième, le seul en prose qui se trouve aujourd'hui à Thessalonique, et le quatrième se trouve aujourd'hui à Oxford. Ces 4 manuscrits racontent grosso modo la même histoire, un peu plus étendue, etc., etc. Et on dit qu'on remonte à une seule famille, la famille appelée Z. Bon. De l'autre côté, nous avons 2 manuscrits, un plutôt savant, très beau, le manuscrit est conservé à Grottaferrata, le monastère grec, pas loin de Rome, et l'autre à la bibliothèque de l'Escorial, avec une différence fondamentale. Celui de Grottaferrata est le plus ancien, XIVe siècle, et il est très savant. C'est-à-dire toujours la langue populaire, entre guillemets, toujours ces textes bien conçus, mais avec des citations. Tandis que celui de l'Escorial est plus récent comme manuscrit, mais à savoir l'original de ce manuscrit quand il était conçu l'ouvrage. C'est-à-dire manuscrit et texte ne coïncident pas, bien entendu. Et il présente une langue beaucoup plus populaire, beaucoup même corrompue, sauf qu'il y a eu un chercheur magnifique qui est décédé il n'y a pas longtemps, Alexiou, qui avait reconstruit le texte édité parfaitement, pardonnez-moi le téléphone, qui avait reconstruit parfaitement ce texte, et on voit deux textes différents. Bon. Je suis dérangé. Donc, nous avons ces 2 textes. Alors, lequel est le plus ancien? Lequel est le plus proche? Certainement, à l'origine, on avait un texte unique qu'on appelait la Digénide. Allez, c'est un nom qu'on donne, qui était l'original. D'où tous les copies, et plutôt que copies, on parle de remaniement même très profond. Entre ces 2 textes, les plus anciens, on est sûr que la tradition de 4Z dont je vous parlais, c'est plutôt récente. Donc, entre Escorial et Grottaferrata, lequel est plus proche de l'original? En d'autres mots, est-ce que l'original a été conçu comme un ouvrage littéraire d'un certain niveau, avec des citations, ou est-ce qu'il était beaucoup plus populaire? C'était dans l'esprit, dans l'anthropologie, dans la mentalité dont il est le reflet. Problème. Alors, il y a des tendances, il y a certains chercheurs qui disent que c'est Grottaferrata, l'édition plus élégante, qui est la plus ancienne, proche de la Digénide originaire. Il y a d'autres chercheurs qui disent le contraire. Moi, j'appartiens à cette dernière catégorie. Et je vous expliquerai pourquoi très rapidement. La version de l'Escorial plus populaire montre un esprit paysan, populaire. Un esprit, certes,
cultiver de quelque façon. Mais je vous porte un exemple seulement. Je regrette qu'il y a une jeune fille, parce que c'est un peu savoureux. Donc, le Digenis a commis un adultère. Et il doit être, de quelque façon, dans la version plus élaborée, il est puni, il n'y a pas d'enfant. D'autre part, il lutte contre une Amazone. Je raconterai les plots tout de suite. Il lutte contre l'Amazone. Situation, donc il vend l'Amazone qui était invincible jusqu'à là, et l'Amazone descend, elle est très belle, elle a un vêtement, elle lève l'armure presque transparente, vous imaginez toute la scène pornographique de l'époque, etc., etc., et elle dit, bon, c'est toi qui m'as vaincu, c'est toi qui dois avoir ma virginité. Et naturellement, le héros machiste fait ce qu'il doit faire. Il rentre à la maison et son épouse lui dit, écoute, hein, tu as retardé, qu'est-ce que tu as fait avec l'Amazone là? Fais attention, parce que Dieu te punira. Et en effet, ils n'ont pas d'enfant. Version savante. Version populaire, il fait la même chose, il arrive à la maison, et la dame lui dit, tu as retardé là, qu'est-ce que tu as fait? J'ai vaincu l'Amazone, et étant donné que je l'ai vaincu, je l'ai baisé. Oh, dit la dame, tu as très bien fait. Vous voyez les changements de mentalité, l'une beaucoup plus populaire, même dans les langages. S'il te plaît, mets les doigts dans les oreilles. Bon. Et l'Amazone, à un certain moment, qui s'en prend à son allié et qui dit, tu es trop vieux, là, tu dois partir parce que ta queue est pleine de rides. Donc, vous voyez, ce sont des langages qui choquent et qui ne sont pas possibles dans la version savante. C'est pourquoi, moi, je crois, et c'est pas que pour cela, que la version de l'Escorial est la plus proche de l'original. Non seulement, mais on pourrait dire aussi que cette version nous avons une version qui est plus riche en formules, les formules des chants populaires, tandis que la version de Grottaferrata n'a pas de formule de chants populaires. Or, imaginez qu'on est passé d'une version savante en version populaire, en reconstruisant la version populaire avec des formules de chants populaires, ça serait possible aujourd'hui, pas au Moyen-Âge. On ne fait pas ça. Bon. Je vous ai présenté la situation des manuscrits. Venons maintenant à deux considérations. Pardon. Ce n'est pas le coronavirus, c'est le clopavirus. Il y a de l'eau là-bas. Oui, j'ai vu l'eau. C'est le clopavirus. Donc, venons maintenant à la question du hygiénisme en soi. Comment, quelle est l'histoire? L'histoire, en réalité, c'est une histoire complexe, divisée en deux parties. Normalement, on divise l'ensemble en 8 chants. 8 chants. 8 chants. Les premières 3 c'est l'histoire du père et de la mère du Digenis. Il y a un raid arabe dans les terres d'Orient, on ne sait pas où, on peut imaginer autour de la Cappadoce qui se trouve là, dans cette région, entre le Kurdistan d'aujourd'hui et la Cappadoce. Et pendant ces raids, il y a l'émir qui trouve une jeune fille très belle, qui est la fille du stratège. Stratège, c'est grosso modo le général, le gouverneur de la Provence. Et le stratège n'est pas là, probablement parce qu'il y a eu une embrouille avec la loi, de ce qu'on comprend avec l'empereur, ni les 3 frères de la jeune fille, les 3 fils qui sont en guerre.
il trouve la jeune fille, il la voit très belle, etc., etc. Il l'enlève et l'amène avec lui en Syrie. La mère écrit aux 3 fils et dit, allez, venez, vite, ils ont enlevé votre sœur. Donc les 3 fils partent en Syrie, ils arrivent auprès de l'émir et lui dit, écoute, tu as pris notre sœur, on te défie à duel. Il dit, d'accord, si vous gagnez, vous prenez la sœur, si je gagne, c'est moi qui la garde. Le duel se fait entre les plus jeunes, comme d'habitude, des frères et la jeune femme. Finalement, c'est les Grecs qui gagnent, mais l'émir dit, non, non, mais je ne veux pas renoncer à elle, je suis tombé amoureux, je préfère venir avec vous, je me fais chrétien et je passe avec toute ma tribu dans l'Empire byzantin. Et donc, il donne naissance à un fils qui est de deux races, la race grecque et la race arabe. C'est pour cela qu'il s'appelle Digenis, qui veut dire 2 races. Ça, ce sont les premières 3 chants. Les autres 5, c'est le développement de l'histoire du Digenis. Digenis qui, dès qu'il est tout petit, il arrive à tenir la lance, à tuer des animaux, il va à la chasse avec son oncle, celui qui avait défié son père, ils sont devenus des grands copains, il est très intelligent, très beau, tout ce que vous pouvez imaginer, et très jeune, il décide de quitter la famille pour aller auprès des appellates. Alors donc, il faut dire que dans tous ces pays, mais même jusqu'à récemment, il y a 2 types d'armées régulières. Au Moyen-Âge, les appellates d'un côté et là c'est les clefs, où on pourrait trouver beaucoup de noms de l'autre. Ce sont des troupes irrégulières qui prêtent fidélité ou non à l'empereur. Bon, bref, il essaie d'aller chez les appellates, qui sont les grands bandits alliés de l'empereur, et il doit, le chef, qui s'appelle Philopapos, lui dit, écoute, il faut veiller 40 jours, et après enlever une jeune mariée lors du cortège nuptial, etc., etc. Une histoire, il dit, bon, cette chose-là, je l'ai fait, allez, on se bat duel, il vint, naturellement, Digenis, elle est formidable, il dit, vous ne valez rien, je vais vivre tout seul. Et donc, il vit le long des frontières, et là, c'est un problème très gros. Les frontières entre la Syrie et l'Empire byzantin, frontières en byzantin acrées, d'où le nom Digenis Akritas. Théoriquement, pas pratiquement. Donc, il vit dans ces frontières, il vit tout seul, il tombe amoureux, il voit une jeune fille, donc qu'est-ce qu'il fait? Il l'enlève. Comme d'habitude, finalement la famille accepte les mariages, c'est la fille d'un grand stratège, et il vit un peu avec elle, avec la tante, avec se déplace avec ses soldats. À un certain moment, il y a Philopapo, l'ancien appellate, qui dit, mais zut, il nous prend tous les territoires, il est tellement fort, et on veut la fille. Cette fille-là avait été promise à notre camarade avant qu'il l'enlève. Donc, il monte une expédition, il demande à l'Amazone d'y aller. La petite, disons, expédition est montée, mais Digenis résulte le vainqueur. Non seulement, mais il se bat contre un dragon qui crache le feu, contre des lions, etc., etc. Une seule fois, on parle du Digenis qui a lutté contre les Arabes. Il revient d'une expédition militaire tout seul, comme d'habitude, et il amène avec soi une jeune fille qu'il a séduit et il a commis adultère avec elle. Bon, et l'abandonne, pas très galant. Ensuite, le Digenis, avec sa belle, décide de construire un château, magnifique château, un palais plutôt, le long de l'Euphrate, avec un jardin ravissant et tout,
Et finalement, il meurt. Il prend son bain, il tombe malade et il meurt. Alors la fille, la femme, donc d'abord il est sur le lit de mort, il appelle tous ses soldats, 300 armés, et il dit, vous savez, et il raconte toute sa vie. À nouveau, il fait une sorte de petit chant qui résume tout ce qui avait été dit jusqu'à là. Et il décède. Il a 33 ans, comme le Christ. La jeune femme est désespérée et demande à Dieu de ne pas la laisser survivre. Elle meurt sur la dépouille de Marie. Voilà, fini. Ça, c'est l'histoire. Alors, s'agit-il, d'abord, définition littéraire, d'un chant épique ou d'un chant d'amour? Et là, encore, les avis sont partagés. Je ne vous dirai, pour ne pas vous ennuyer trop, je vous dirai mon point de vue. Il n'y a pas d'épique là-dedans. C'est un roman d'amour, un peu particulier, qui n'est pas dans la tradition byzantine, certainement, mais on n'a pas de fait de guerre, sauf la lutte pour défendre la belle. Donc, ce n'est pas ce qu'on dirait, ce n'est pas le Cid. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas les chevaliers de la table ronde, c'est plutôt l'amour entre deux personnages. Donc c'est une sorte de roman d'amour, oui. Mais là se pose une question. Les romans d'amour, nous connaissons les romans d'amour de l'Antiquité, qui était toujours l'histoire d'un couple qui était séparé, et on a une reprise de ces poèmes d'amour au XIIe siècle. À l'époque de la dynastie des Comnènes, autour de la cour, on raconte toujours d'un couple qui se sépare, toujours dans des vers, poèmes en vers, sauf un, etc., etc. Mais ils sont un peu différents. Donc ce n'est pas là les sources de l'inspiration. Nous connaissons des chants populaires, mais qui sont parfois différents. Par exemple, à propos de la mort de Digenis, je vous disais que la femme désespérée demande à Dieu de mourir. Eh bien, il y a un chant populaire qui dit, Digenis est en train de crever, et dit à sa belle, si je meurs, tu te marieras à nouveau? Elle dit, mais non, mais jamais, jamais je n'aime que toi. Elle n'est pas trop convaincue. Il lui dit, mais si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? Mais jamais de ma vie, jamais. Il ne le croit pas. Alors il pose la question la troisième fois, et la dame lui répond, ben écoute, si tu crèves, finalement, je vais me marier avec Yana, puisque c'était mon véritable amour. Alors le Digenis la prend par les cheveux, il lui fait faire des tours comme ça, et elle dit, laisse-moi un chant de Digenis, je te chante une chanson, je te raconte une histoire. On était 3 sœurs, et tous les 3 sont morts d'une manière indigne. L'un était par le feu, l'autre par le flot, et moi par les mains de Digenis. Donc vous voyez, une autre histoire encore. Si nous prenons tous ces chants populaires, alors, là c'est une grosse question, la question des chants populaires. Est-ce qu'ils ont des rapports avec le poème? Oui et non. Dans le sens que dans les poèmes, dans les chants populaires, nous n'avons jamais l'histoire de Digenis. Nous avons d'autres histoires de Digenis, mais pas celui-ci. Par exemple, l'histoire, même parallèle à la fois, l'histoire que Digenis construit un château. Oui, mais quand même ça pose des problèmes, parce que le mot château, castrum, ça veut dire ville fortifiée, et ce n'est pas du tout les palais fortifiés, ce n'est pas les châteaux que nous connaissons dans notre mythologie du Moyen-Âge, imaginez les châteaux. Non, à Byzance, ça n'existe pas. Ce sont des palais, mais c'est bien différent. Donc ça vient d'où? Le nom Akritas, ça vient d'où? Akritas, alors oui, les soldats des frontières, c'est comme ça que les Grecs l'ont interprété. Non, pas du tout. Parce que nous avons des textes du XIe siècle que Akrite, ça veut dire seigneur d'un petit État au-delà des frontières officielles de Byzance qui prête allégeance
à l'empereur de Byzance. Donc, le cadre que nous avons, c'est bien différent de ce qu'on a représenté pendant longtemps. Les éléments historiques dedans, alors les chants populaires, oui, existaient. Et on a l'impression que les 8 chants sont cousus ensemble, et à Byzance on les faisait souvent, prenant des chants différents, en les réélaborant et mettant un chant après l'autre pour construire une biographie. Et donc nous avons ce type de poème, qui n'est pas un poème de roman d'amour d'antiquité, comme je viens de vous dire à l'époque romaine. Donc vous voyez, c'est de non-école à Byzance. C'est quelque chose d'étrange. Alors, dernière hypothèse, dis-moi. Oui, c'est à peu près l'heure. Pas de souci, je peux continuer un peu. Ça va être... Non, mais 10 minutes, 5. Non, ouais. 5. Bon, je vais très rapidement. Donc, vous voyez, difficile à interpréter. Alors, essayons d'arriver à quelques conclusions. D'accord, il s'agit d'un onicum, probablement écrit en langue populaire. Quand? Eh bien, quand? Il faudrait trouver une relation entre les poèmes et la situation historique. Et on ne trouve pas. On a essayé tout, mais tout peut être justifié d'une autre façon. Par exemple, dans la version de l'Escorial, on parle d'une secte arabe que sont les cassis. Or, les cassis, ou cassisi, ça vient des hashish, et sont une secte qui s'est lancée à tuer les croisés, par exemple, mais non seulement les chrétiens, ils fumaient de la chiche, et ils étaient les achachins, donc les assassins, d'où le nom assassin. Alors là, on est sûr, les assassins, c'était du XIIe siècle, oui, mais le terme peut avoir été employé plus tard, donc nous n'avons aucun témoignage, aucune preuve, d'autant plus qu'après le terme cassis qu'on trouve dans les textes, ça a été interprété même d'autres façons. Alors j'arrive à des conclusions pour vous donner des idées que naturellement chaque mot que je dirai est sujet à des discussions énormes. Si vous voulez me croire, voilà ma reconstruction. C'est plutôt vers la fin du XIe siècle que donc Byzance est confrontée à l'arrivée des Turcs. Les Turcs ont vaincu les armées byzantines en Antiquerte par là, et ils ont conquéri toute l'Anatolie, c'est-à-dire toute la Turquie d'aujourd'hui. Ce sont les Turcs Seljouks. Donc, les Byzantins, après, avec la dynastie Comnène, ont commencé une sorte de reconquista. La reconquête de tous ces territoires général, parce que c'était une période où les Normands ont attaqué par l'ouest, où les Bulgares ont attaqué par le nord, donc l'Empire était dans une situation dangereuse, et là se posait la question, est-ce qu'on va développer davantage l'État dans la péninsule balkanique ou dans la Turquie d'aujourd'hui? Et il y avait des intérêts très poussés des grandes dynasties, des grands propriétaires fonciers de la Turquie d'aujourd'hui, byzantine bien sûr, à l'époque, qui avaient des propriétés et qui demandaient à l'empereur de s'investir pour récupérer ces terres. Alors, la représentation d'un héros qui combat contre les musulmans, ça pourrait donner des idées. C'est une hypothèse. Moi, je crois que le succès du Digenis Akritas était fulgurant à la fin du XIe siècle, au point que nous trouvons des traces, des références dans la littérature. Et je me demande si, justement, le succès fulgurant de cet ouvrage atypique n'a pas influencé les écrivains des cours très traditionnels qui ont dit « mais non, on n'écrit pas des romans de cette façon, on l'écrit dans l'autre façon, c'est-à-dire d'une façon plus traditionnelle, plus classique », et donc ils ont refait les poèmes d'amour, d'antiquité, comme on les appelle. Bon. Donc, moi je crois que la rédaction, j'arrive aux conclusions, la rédaction originaire,
C'est 11e siècle, fin 11e siècle, tout début du 12e siècle, succès fulgurant, mais pas une forme typique, de façon qu'elle a été remaniée et nous avons plusieurs versions aujourd'hui qui ont servi à l'idéologie nationaliste grecque, comme tout de suite Aspasia va vous démontrer. Je pense avoir terminé, Naturellement, je vous prie de me poser des questions auxquelles j'espère pouvoir répondre parce que j'ai certainement laissé beaucoup de choses de côté. C'est un sujet très compliqué. J'ai essayé de les rendre le plus simple possible et je réponds à toutes les questions que vous voulez si je peux. Merci. Si.